Bonjour et bienvenue dans Immergé Submergé, le podcast où je m'immerge dans les thèmes que j'aime ou que j'ai envie de découvrir, histoire, sport, art, etc. et où j'évoque mes émotions qui me submergent. Aujourd'hui, épisode un peu spécial, on va avoir une série de 4 épisodes consacrés à Diana, princesse du peuple. Le premier épisode, Duchesse abandonnée. J'expliquerai à la fin de l'épisode le choix du titre. Donc pour ce premier épisode, on va poser les bases et je vais vous parler de ses ancêtres, ses parents, son enfance, de sa vie avant de mettre un pied à Buckingham Palace. On commence par l'ordre chronologique, ses ancêtres. Côté paternel, donc c'est les Spencer, parce que son vrai nom c'est Diana Spencer. Donc la famille est issue d'une lignée aristocratique, étroitement liée à la famille royale. Au XVe siècle, ils font fortune en élevant des moutons sur leurs terres, et en plus ils occupent des fonctions à la cour, par exemple écuyer, dame d'honneur. Voilà pourquoi le terme de « étroitement lié à la famille royale » est employé. Depuis 1508, la famille Spencer est installée au manoir d'Althorp, dans le Northamptonshire. Donc ce comté, le Northamptonshire, est situé au nord-est de Londres. Il est entre la capitale, Londres, et Birmingham. Au XVIIe siècle, la famille est l'une des plus riches et puissantes du Royaume-Uni. Ils deviennent comtes. Voilà, donc ça c'était du côté paternel et maintenant du côté maternel. Donc les racines se trouvent plus en Irlande et en Écosse. Maurice Burke Roche, le grand-père de Diana, je suis désolée, peut-être que je prononce très mal les noms de famille. Le grand-père de Diana, c'est le 4e baron Fermoy, c'est le nom de son titre. L'homme est diplômé d'Harvard. Pendant la Première Guerre mondiale, il combat en France, dans l'armée américaine, car il a été élevé par son grand-père maternel américain après le divorce de ses parents. Il reprend ensuite la nationalité britannique lorsqu'il succède à son père pour le titre de baron Fermoy. À 46 ans, il épouse une Écossaise de 26 ans, Ruth Sylvia Gill. Elle renonce par amour à sa carrière de concertiste, mais elle fonde le festival de King's Lynn, du même nom que la ville, dans le comté de Norfolk. King's Lynn se trouve au nord-ouest de Londres, de Cambridge. Les grands-parents de Diana, donc c'est toujours ces mêmes personnes dont je viens de parler, s'installent sur les terres royales de Sandringham, à Park House. Alors Sandringham, c'est le lieu de vacances de Noël de la famille royale, généralement. On est toujours dans la région longeant les côtes de la mer du Nord, au nord-ouest de Londres. Ensuite, les parents de Diana. Donc le père, Edward John Spencer, dit Johnny Spencer, il est né en 1926. Il a étudié à Eton, un collège huppé à côté de la ville de Windsor, et à l'Académie militaire royale de Sandhurst, qui se trouve à l'est de Londres, qui forment les futurs officiers. Jeune, il côtoie régulièrement la famille royale, et selon certaines rumeurs, il aurait eu un flirt avec Élisabeth, la future Élisabeth II, reine d'Angleterre. Toujours Johnny Spencer, il est incorporé dans le 2e régiment de dragons et obtient pendant 3 ans un poste auprès du gouverneur d'Australie avant de devenir écuyer du roi George VI, puis celui de sa fille Élisabeth II. Il est le vicomte d'Althorp et pourra devenir le 8e comte d'Althorp, toujours, à la mort de son père, le 7e comte. Vous voyez la logique, et son fils deviendra le 9e et ainsi de suite le 10e, voilà. Pour la mère de Diana, donc c'est Frances Burke Roche, je prononce à la française, je ne sais pas s'il faut. On a moins d'informations sur elle, car dans ce milieu, les femmes sont élevées pour trouver un bon parti, être une bonne ménagère et procréer. On ne leur demande pas plus, à elles de savoir si elles veulent suivre ce que la société attend d'elles, ou si elles souhaitent s'affranchir et mener une autre vie que celle de maîtresse de maison. On note juste qu'elle est née le 20 janvier 1936, soit le jour de la mort du roi George V. Je vous donne l'arbre généalogique. George V est le père de George VI, grand-père d'Élisabeth II et arrière-grand-père de Charles III, actuellement sur le trône. Le couple Johnny Spencer et Frances Burke Roche se rencontrent lors d'un bal en 1953. Il a 27 ans,
elle 17. En juin 1954, le mariage a lieu à l'abbaye de Westminster avec comme invitée la reine Elisabeth II qui a été couronnée l'année précédente. En 1957, la famille s'installe à Park House, maison familiale de Frances, sur le domaine royal de Sandringham. Comme j'ai dit précédemment, c'était le lieu de vacances pour la famille royale pour Noël. Et les Spencer ne sont pas à plaindre. La demeure comporte 10 chambres à coucher, un court de tennis, une piscine, un terrain de cricket, 6 personnes employées à temps plein, dont un cuisinier, un maître d'hôtel, une gouvernante privée. En gros, on est un petit peu à Downton Abbey. Les enfants maintenant de Johnny et Frances. En premier, il y a eu Sarah, qui est née en 1955. Elle a pour marraine la reine-mère, donc c'était la femme de George VI et la mère d'Élisabeth II. J'en parlerai beaucoup dans ces épisodes, je vais dire la reine-mère ou la Queen Mum. Les Anglais, c'est comme ça qu'ils l'appelaient. Donc Sarah, née en mars 1955. Ensuite Jane, née en février 1957. Son parrain est le duc de Kent, c'est le cousin germain de la reine Elisabeth II. C'est toujours des parrains et marraines très classe. Ensuite il y a John. John est né en 1959. C'est un bébé qualifié de difforme et malheureusement il décède une dizaine d'heures plus tard. Bien évidemment à cette époque on reproche à la mère d'avoir un problème car elle n'est pas capable de donner naissance à un garçon. On est toujours à une époque où il faut un héritier mâle. C'est le garçon qui hérite. S'il y a des filles avant, elles n'auront rien. L'héroïne de cet épisode, Diana, qui est née le 1er juillet 1961. Par rapport aux autres enfants, donc aux 2 autres sœurs avant, elle sera déclassée dès sa naissance. Et par rapport à son frère qui viendra après. Son père en fait voulait un garçon, donc il est très déçu et il va attendre 1 semaine avant d'aller la déclarer à l'état civil. Elle sera la seule à être baptisée à l'église de Sandringham, moins classe que l'abbaye de Westminster à Londres. Et les parrains ou marraines, elle aura le droit à des riches roturiers, mais elle n'a pas le droit au sang bleu, au sang royal, comme ses frères et sœurs ont eu le droit. Et le dernier, Charles, le fils tant attendu qui est né en 1964, baptisé à Westminster Abbey, Elisabeth II, la reine d'Angleterre, est sa marraine. On ne peut pas faire mieux. Là, c'est une petite chronologie rapide. Je reviendrai après sur les enfants, donc sur Diana et ses frères et sœurs. Son caractère, voilà, comment expliquer qui elle est. Mais pour d'abord la comprendre, il faut commencer par ses parents. Le couple Johnny et Frances Spencer va se séparer et divorcer, chose très rare dans l'aristocratie. Frances rencontre Peter Shand Kyde. Je suis désolée pour la prononciation si elle est mauvaise. Donc, c'est un homme de 42 ans. Elle, à l'époque, elle en a 31. On est en 1967 et donc elle quitte le domicile conjugal pour s'installer à Londres avec lui. Cette année, donc en 1967, les enfants sont âgés de 12 ans pour Sarah, 10 ans pour Jane. Donc elles sont en pension dans leur établissement scolaire à environ 2h30 en voiture de la maison familiale. C'est l'année des 6 ans de Diana et des 3 ans de Charles, qui eux vivent à Park House. Dès lors, les plus jeunes vont alterner entre la semaine chez leur mère et le week-end chez leur père. Charles est trop petit pour comprendre ce qui se passe. Diana, elle est traumatisée par ce départ. Adulte, elle expliquera ne pas avoir oublié le bruit des pas de sa mère sur le gravier, ainsi que celui du moteur de la voiture s'éloignant. Et elle s'est sentie tellement abandonnée, rejetée et trahie. La bataille judiciaire pour le divorce des parents se met en marche. Frances demande, elle, la garde des enfants, parce que Johnny, pour la nouvelle année 1968, veut que les 2 plus jeunes enfants changent d'école afin qu'ils ne soient plus scolarisés à Londres avec leur mère. Le divorce est virulent et médiatique. La mère de Frances, Lady Fermoy, qui est dame de compagnie de la reine-mère, la mère d'Élisabeth II, elle prend publiquement le parti de son gendre.
Frances accuse son mari, elle, de cruauté mentale, et Johnny, lui, se sert des conclusions du divorce de Peter Shankyde. La principale cause est l'adultère commis avec Frances. Le procès s'ouvre en juin 1968 et le divorce est prononcé en avril 1969. Normalement, la mère a la garde des enfants, mais bienvenue dans l'aristocratie, le père peut l'obtenir s'il est noble. Son rang et son titre sont des atouts pour être prioritaire. De ce fait, c'est Johnny qui obtient la garde des enfants. Diana et son petit frère retournent vivre à Park House, où ils pleurent la nuit en réclamant leur mère, surtout pour Charles qui est bien plus jeune. Le père, lui, se réfugie dans le travail et n'a donc peu de temps à leur consacrer. Ce sont les nourrices qui s'occupent d'eux. Alors certaines sont affectueuses et d'autres malveillantes, comme par exemple une a mis du laxatif dans la nourriture de Sarah et Jane, les deux aînées. Frapper la tête de Diana avec une cuillère en bois, ça a été fait. Prendre les têtes de Charles et Diana pour les entrechoquer l'une contre l'autre. Voilà le bonheur d'être élevé dans l'aristocratie. Les parents vont se remarier, chacun de leur côté. En mai 1969, soit un mois après le divorce, Frances épouse Peter, je répéterai pas son nom pour pas me tromper, et ils achètent une maison à Itchnor, c'est dans le Sussex, c'est sur la côte face à la France, c'est à côté de Portsmouth, Southampton. Ils sont très éloignés des enfants, il faut 3-4 heures de route en voiture depuis Park House. Mais lorsque les enfants passent les vacances chez leur mère, ils sont très heureux car il y a beaucoup d'activités à faire, du bateau, aller à la pêche, Diana a même un poney. Et du côté du père, en 1975, le père de Johnny, Albert Spencer, y décède. Albert Spencer, comme j'expliquais avant, c'était le 7e comte, donc Johnny devient le 8e comte. Il doit donc déménager pour vivre au manoir d'Althorp. Le manoir, c'est mon chat qui a envie de discuter. Le manoir d'Althorp, il est à 2 heures en voiture de Park House. La famille retourne plus dans les terres en fait. C'est à côté de Northampton. Il est au sud de Birmingham et au nord de Londres, à 2 heures de route de Londres. Sarah a 20 ans, Jane a 18, Diana 14. Donc elles étaient honorables et maintenant elles deviennent des ladies. Mon chat est d'accord. D'où le surnom que tout le monde connaît, Lady Di. Di, c'était l'abréviation de son prénom, Diana, mais voilà, c'était une lady. Elle est devenue lady une fois que son père est devenu comte. Charles est lui maintenant vicomte et il a 11 ans. L'héritage, en plus du manoir, comprend une collection de tableaux, d'objets rares, 12 500 hectares de terre, 2 250 000 livres sterling de droits de succession et 80 000 livres sterling d'entretien par an. Rapidement, une piscine est construite pour faire plaisir aux enfants. Johnny rencontre Reine Cartland, comtesse de Dartmouth et fille de l'écrivaine de romans à l'eau de rose Barbara Cartland, dont Diana aimait et dévorait les livres. C'est en 1976, l'année suivante de l'installation au manoir d'Althorp, qu'ils se marient. Les enfants ne sont même pas invités. Par exemple, Charles, il apprendra le remariage de son père par son directeur d'école en pension. La relation entre les enfants et Rain, leur nouvelle belle-mère, sera toujours difficile. Les enfants ne l'aimeront pas et la surnomment Acid Rain, plus acide. Ils remarquent qu'elle apporte beaucoup d'importance, une grande importance aux classes sociales des gens. Alors pour se moquer d'elle, lorsqu'ils invitent des amis au manoir, ils les présentent sous de faux noms, comme les Rothschild par exemple. Pour faire face aux droits de succession et aux nombreuses dettes laissées par le grand-père, le 7e comte, Rain s'attire la désapprobation de ses beaux-enfants, car elle va licencier du personnel, vendre des tableaux, des meubles, des objets d'art à des prix que les enfants estiment bien trop bas. Elle va rénover le manoir, ce qui va coûter extrêmement cher. En fait, son objectif,
est d'ouvrir la propriété aux visites, avec un salon de thé, une boutique de souvenirs. C'est plus tard, lorsque Diana sera mariée, que les relations avec Rain vont devenir meilleures. Elle va comprendre qu'elle a des points communs avec sa belle-mère, et le premier, le plus important, c'est l'amour qu'elles ont pour Johnny, le mari de l'une et le père de l'autre. Rain sera toujours aux côtés et dévouée à son mari lorsque sa santé vacillera. On arrive à Diana. J'ai passé en revue l'arbre généalogique. Maintenant, on va comprendre qui elle était, comment elle était enfant, son caractère et sa vie, son enfance aristocratique. Pour mettre les bases vraiment, dans les familles royales aristocratiques, les parents ne s'occupent pas ou peu des enfants. Ce sont les nourrices, gouvernantes, qui le font, et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, certaines sont bienveillantes, leur donnent beaucoup d'amour, d'autres sont plus malveillantes. On ne manque de rien financièrement, mais on est dépourvu d'affection, d'attention, d'amour. La construction affective est donc très bancale. Petite Diana, elle avait comme surnom Duchesse, car elle était toujours bien élevée, soignée, adorable. C'est une petite fille vive, enjouée, avec une allure de petit garçon manqué. On dit qu'elle a hérité de sa mère et de sa grand-mère paternelle pour son caractère. Rayonnante et volontaire comme sa mère, empathique et réfléchie comme sa grand-mère, la comtesse Spencer, qui était connue pour visiter les malades et infirmes. Ses deux grandes sœurs, Sarah et Jane, elles se sont occupées d'elle comme d'une poupée, et elle fera la même chose avec Charles, son petit frère. Quelques points sur Diana. Donc Diana, c'est la plus raisonnable des 4 enfants. À l'école, elle est populaire, gentille. Petite, elle avait un penchant pour les tâches ménagères. Son livre préféré était Orgueil et préjugés de Jane Austen. Elle a toujours admiré Sarah. Sarah, c'est l'aînée. Elle allait jusqu'à ranger sa chambre, ses bagages, lorsque celle-ci revenait de l'internat. Sa grande sœur était très différente d'elle. À l'école, selon la direction, Sarah avait trop de caractère, un trop grand besoin de s'affirmer. Elle était effrontée, insupportable, très compétitive, voire trop. Elle devait être la meilleure partout. Avec sa sœur Jane, Diana créera des relations plus étroites lorsqu'elle deviendra adulte. Pendant son adolescence, lorsqu'elle vit au manoir d'Althorp, elle passe son temps entre nager, danser, se promener sur les terres du domaine et conduire le buggy de son frère. Le personnel du domaine l'apprécie car elle est gentille, sans prétention, et elle est très gourmande, elle aime les friandises et le chocolat. On va passer à la partie scolaire. Alors, l'école n'était pas son truc du tout. Et le problème, c'est qu'elle se comparait à ses sœurs et à son frère, qui eux réussissaient. Diana ne peut pas avoir réellement confiance en elle, se valoriser. Premièrement, donc elle était déjà très mal à l'aise, car après le divorce de ses parents, elle est souvent la seule de sa classe à être la fille de parents divorcés. Ça ne se faisait pas du tout à l'époque, et encore moins dans l'aristocratie. Ses résultats n'étaient pas bons. Elle prononcera la phrase « Je n'étais bonne en rien, c'était désespéré, je me considérais comme une ratée ». Elle dit qu'elle est bonne en rien, mais elle est tout de même douée en dessin et en sport comme la natation, la plongée, l'équitation et la danse. Mais le problème, c'est qu'elle se compare encore à ses sœurs et à son frère, et elle ne pouvait pas rivaliser avec leurs résultats scolaires et sportifs. Elle souffrira de vivre dans leur ombre. Diana est appréciée par ses professeurs. Tous peuvent témoigner des qualités humaines qu'elle avait. Elle était empathique vis-à-vis de ses camarades. Elle obtiendra même le prix de l'élève la plus serviable. Là où Diana va pouvoir se démarquer, c'est pour les activités de bénévolat qu'elle doit faire dans son pensionnat, le même que ses sœurs ont fréquenté avant elle. Cet établissement, il encourage le sens civique. Il y a par exemple des visites effectuées aux malades, handicapés mentaux et aux personnes âgées. Chaque semaine, Diana se déplace dans un hôpital psychiatrique ou alors elle rend visite à une vieille dame avec une camarade. Elle discutait autour d'un thé et des petits gâteaux. Elle lui faisait quelques courses et un peu de ménage. C'est là en fait où Diana se rend compte pour la première fois qu'elle a un don pour le contact humain. Ça la rendait heureuse et lui donnait confiance en elle car elle était la seule dans la famille à être douée pour ça.
On revient à l'école purement scolaire, donc Diana échoue à ses examens. Pour suivre encore l'exemple de sa sœur Sarah, elle est inscrite dans un institut de luxe en Suisse pour apprendre les bonnes manières. Les arts ménagers, la couture, la cuisine, apprendre le français, donc la langue de l'établissement. Sa professeure de français dira d'elle, elle avait des idées très précises sur ce qu'elle attendait de la vie. Elle savait qu'elle voulait travailler avec des enfants, puis se marier et avoir elle-même des enfants. Mais Diana en fait a le mal du pays, elle insiste auprès de ses parents pour arrêter l'école et rentrer. Ils finissent par céder lorsqu'elle leur dit qu'ils perdent leur argent à payer l'école car elle préfère aller skier que d'aller en cours. Elle rentre en Angleterre avec pour objectif de travailler et vivre à Londres. Diana a donc quitté le cursus scolaire sans diplôme, sans compétences spécifiques. Dans ce milieu-là, en fait, il faut faire un bon mariage, trouver un bon mari, dans l'aristocratie de préférence, et on n'attend pas plus qu'elle soit une bonne maîtresse de maison. Par tradition, les familles, elles dépensent, donc toujours dans l'aristocratie, les familles dépensent plus pour l'éducation des garçons. Le travail et la vie à Londres. Welcome London. Pour être le nom de cette nouvelle partie où Diana va être heureuse et se défaire du poids de la scolarité qu'elle avait sur les épaules. L'arrêt de ses études est pour elle une libération. Elle devient plus épanouie, joviale, mature et décontractée. L'école a été un véritable fardeau pour elle. Mais ce changement ne plaît pas à tout le monde, notamment à Sarah, et surtout à Sarah, la grande sœur, l'aînée, car elle se rend compte que ses amis s'intéressent à Diana, et elle ne veut surtout pas d'elle dans la capitale. La capitale, c'est le royaume de Sarah. Elle veut pas de concurrente. Le rêve de Diana, vivre à Londres, va devenir réalité. Et on est en 1977, elle n'a que 16 ans, et en attendant d'avoir un propre chez elle, que ses parents lui ont promis pour ses 18 ans, elle est logée chez des amis de la famille où elle y restera 3 mois. Elle gagnera en indépendance assez rapidement, car sa mère, qui vit plus souvent en Écosse, lui laissera son appartement de Cadogan Square, où elle logera pendant 1 an avec des amis. Cadogan Square, c'est à côté de Buckingham Palace. La joie de cette nouvelle vie s'estompe en septembre 1978, quand son père Johnny fait une hémorragie cérébrale qui a failli le tuer. Rain, sa belle-mère, comme évoqué plus tôt, se dévouera chaque jour pour le sauver. Il sera hors de danger en janvier 1979. Cette même année, Diana a 18 ans, et avec son héritage de 50 000 livres sterling de sa grand-mère paternelle, elle s'achète un appartement 3 pièces dans le quartier de Chelsea, où elle emménage avec des amis. Le quartier de Chelsea, c'est également toujours bien situé, c'est à côté de Cadogan Square, de Buckingham Palace. Côté travail, donc elle s'inscrit dans des agences d'intérim pour garder des enfants, être serveuse dans des fêtes privées ou faire des ménages. Elle trouvera un emploi dans un jardin d'enfants. Elle leur apprend à dessiner, peindre, danser, plusieurs jours dans la semaine, et le restant du temps, Sarah, sa grande sœur, l'emploie en tant que femme de ménage chez elle, repasser, faire la lessive, passer l'aspirateur, faire la poussière. Diana était toujours admirative de sa sœur, même si cette dernière la traitait plutôt mal. Pendant toute cette période, Diana est heureuse. Elle fait partie d'une joyeuse bande bien élevée, sans prétention. Elle aime faire la fête, dîner avec ses amis dans des endroits modestes. Elle aime rire et est connue pour son sens de l'humour incisif. Elle a une vie sage et rangée à Londres. Diana est quand même plus une solitaire, elle est sérieuse, posée. Elle lit, regarde la télé, ne boit pas d'alcool, ne fume pas. Certains jeunes hommes sont attirés par elle, mais il ne se passe rien. Et si certains ont espéré que la relation évolue, un certain prince Charles leur coupera l'herbe sous le pied. Les relations Windsor-Spencer. Alors je commence à évoquer un certain prince Charles. Cela veut dire que ce premier épisode touche à sa fin. Je suis tout de même obligée de l'évoquer car lorsqu'ils étaient enfants, ils se sont obligatoirement vus. Lorsque la famille Spencer vivait à Park House, avant le décès du grand-père, avant qu'il récupère le manoir d'Althorp, ils vivaient sur les terres royales Sandringham. Ce domaine, comme je l'ai dit, c'est le lieu de rendez-vous de la famille royale lors des fêtes de Noël.
Les deux familles se sont rencontrées par intermittence. Les enfants ne se voyaient pas tous les ans, mais ils se voyaient. Il y aura 4 épisodes sur Diana. Le premier, c'était son enfance et avant qu'elle rencontre le prince Charles. Ce qu'il faut retenir de cet épisode. Les enfants royaux de l'aristocratie anglaise ne sont pas réellement élevés par leurs parents. Il y a du personnel pour ça. Les enfants peuvent ne pas recevoir d'amour, d'attention, que ce soit par leurs parents, nourrices ou gouvernants. Je pense tout de même à cette souffrance que toutes ces générations de la haute société ont dû endurer à cause de manque affectif. Pour comprendre Diana, il faut comprendre son enfance. Donc elle ne connaîtra aucun problème d'un point de vue matériel et financier, mais elle aura des souffrances psychologiques. Première, sa famille espérait qu'elle soit un garçon. La déception fut donc immense. Le garçon est l'héritier, une fille, non. Elle n'avait pas des parrains-marraines royaux. Elle n'a pas été baptisée à Westminster Abbey à Londres. Elle était un peu une déception. Résultat, elle a pu ressentir un manque d'amour dès le départ et manquer d'assurance. Deuxièmement, l'école. L'école, période très difficile pour elle. Elle n'était pas heureuse, ce n'était pas son truc. Elle est entourée de frères et sœurs qui brillent par leurs résultats scolaires et sportifs. Elle ne peut pas se construire en ayant confiance en elle. Troisièmement, le grand traumatisme de sa vie, le départ de sa mère et le divorce de ses parents. Même adulte, elle dira qu'elle se souvient toujours du bruit des pas de sa mère sur le gravier et du bruit de la voiture qui s'éloigne. Elle a vécu ce départ comme un abandon. Elle s'est sentie rejetée, trahie. Le divorce de ses parents sera une blessure qui ne sera jamais refermée, dont en découlera beaucoup de conséquences sur sa santé physique et surtout mentale, et ça durant toute sa vie. Vous comprenez le titre de cet épisode, Duchesse abandonnée. Duchesse, son surnom quand elle était enfant, et abandonnée correspond au traumatisme du départ de sa mère de la maison familiale. Vous voyez, le brainstorming, il a été assez rapide, j'ai pas cherché très loin, c'est assez simple. Pour terminer, Diana est empathique, douée pour le contact humain, avec beaucoup de fragilité, de manque de confiance en soi, de peur de l'abandon, etc., etc. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ce premier épisode vous a plu. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous tout plein!